C'est un drame national qu'on avait vécu tous ce soir-là. Les demandes de mise en liberté avec les nuisibles qu'ils retrouvaient dans leurs cellules. Vous m'aviez dit en off que c'était la première interview que vous faisiez sur ce sujet-là, 10 ans après les faits qui se sont déroulés quasiment. Maître Vial, on est très heureux de vous accueillir sur Télédroit pour une émission très spéciale qui s'appelle Affaires. Vous avez participé à l'acquittement d'une personne durant les attentats du 13 novembre 2015. Déjà, merci beaucoup de votre invitation. Effectivement, j'ai participé à un groupe de défense d'un accusé du 13 novembre qui a été acquitté pour les faits d'association de malfaiteurs terroristes et condamné pour une participation d'avoir servi d'intermédiaire dans un réseau qui était le réseau catalogue de faux papiers. Sur quel levier juridique vous vous êtes appuyé et comment vous l'avez vécu en tant qu'avocate ? La difficulté dans ce type de procès, d'abord, c'est de se faire un peu happer par l'émotion et par le drame du procès en lui-même, parce qu'il y avait un nombre de parties civiles énorme et que c'est un drame national qu'on avait vécu tous ce soir-là. On est capable de se dire d'ailleurs chacun ce qu'on faisait. La deuxième difficulté, c'est aussi d'être happé par les autres accusés, puisque c'était un procès où il y avait Salah Abdeslam qui était l'ennemi public numéro 1 et qu'à un moment donné, eh bien, il fallait ne pas oublier les autres à côté des grosses figures de ce procès. C'est une infraction extrêmement grave puisque c'est l'association de malfaiteurs terroristes. Elle est assez large et donc il suffit d'avoir la connaissance, par exemple, de la radicalisation d'un individu. En l'occurrence, c'est ce qu'on reprochait à celui que je défendais. Et donc, ça constituait l'association de malfaiteurs terroristes. Alors la deuxième aussi difficulté, c'est qu'il avait avoué les faits en garde à vue, sous la pression. C'était quel type de fait du coup ? Et c'était des faits, les faits d'association de malfaiteurs terroristes. Il avait avoué en garde à vue, alors qu'il était en Belgique, il avait avoué qu'effectivement il avait connaissance de la radicalisation d'un individu qui est un des terroristes qui s'est fait ensuite exploser à l'aéroport de Bruxelles et qui avait fomenté les attentats du 13 novembre. Donc c'était toute la difficulté double, à la fois de se retrouver avec une démonstration qui avait été faite, juridique et factuelle, et qui tendait vers une condamnation, en même temps des aveux de quelqu'un qui s'était retrouvé dans un état de stress absolu et qui n'avait pas pris conscience finalement de ce qu'il avouait, parce qu'il voulait très très vite sortir et très vite retrouver sa femme, qu'il savait également en garde à vue alors qu'elle venait d'accoucher et qu'elle allaitait son enfant. Donc il était dans cette pression-là et il fallait pouvoir expliquer qu'on ne devait absolument pas tenir compte non seulement de ses aveux, mais qu'en plus les éléments que l'on avait au dossier n'étaient franchement pas suffisants pour le condamner et caractériser l'association de malfaiteurs terroristes. Un double défi pour votre travail, quoi. Un double défi pour le groupe de défense qu'on était avec Louise Dumont de Saint-Priest, Marie Lefranc. C'est vrai que c'était une lourde tâche qui nous incombait pendant 10 mois de faire cette démonstration et de détricoter finalement ce qui avait pu être fait pendant 5 ans. 10 mois de procès, mais le travail en amont, il prend aussi du temps. Oui, et puis ce sont des dossiers, moi c'est un dossier que j'avais accepté à l'aide juridictionnelle, donc pour ma structure qui était jeune, faire 5 ans d'instruction à l'aide juridictionnelle pour quelqu'un qui était détenu dans une prison qui était à plus de 3 heures de Paris, c'était un défi. Après, c'est vrai que bon, quand on accepte de défendre quelqu'un et qu'on en accepte aussi les conditions, faut assumer et aller jusqu'au bout. Lorsque vous avez été saisi de cette affaire, est-ce qu'il y a eu des doutes sur le fait de prendre un tel client, par exemple ? L'opinion publique, elle est nécessairement contre vous quand vous faites ce métier-là. Après, si vous faites le métier de pénaliste pour être aimé, autant changer. J'ai défendu donc cet accusé, mais j'ai défendu aussi des hommes qui avaient tué leurs femmes. Il y a aussi des violeurs, il y a aussi des gens qui ont été condamnés pour pédophilie. Donc je crois que de toute façon, c'est un métier qui n'est pas fait pour être aimé. Maintenant, je crois que c'est un métier qui peut se comprendre par tout le monde. Et je crois que c'est un métier très humain et pas du tout immoral comme ce qu'on pourrait imaginer. Comment ça se passe cette relation entre le client et son avocat dans une telle affaire ? La difficulté en plus, c'est qu'il avait des problèmes de santé, il avait des TOC, il y avait quand même des mesures de sécurité exceptionnelles avec des fouilles intégrales tous les jours. Ça, c'est vrai que ça a été très difficile à gérer. Il y a aussi l'isolement. Et quand on lui demande de s'exprimer à une audience publique devant 350 avocats de partie civile et peut-être plus de victimes, effectivement, c'est très difficile pour lui de trouver les mots justes, de saisir son moment et de pouvoir s'exprimer clairement. Isolement pendant 2 ans, du coup, c'est bien ça, hein ? Un petit peu moins, mais oui. Durant cet isolement, justement, vous avez amené une preuve qui est très atypique dans sa cellule, des sachets. Est-ce que vous pouvez nous montrer ces sachets ?
Alors les sachets, je les ai pas conservés, mais oui, effectivement, moi j'avais déjà dans des précédents dossiers fait des demandes de mise en liberté pour les gens qui sont détenus provisoirement, avec les nuisibles qu'ils retrouvaient dans leurs cellules, c'est-à-dire les cafards, les puces de lit, que je joignais aux demandes de mise en liberté, et ça a été le cas pour cet accusé-là, puisque on a estimé, quand on a posé un peu les choses, et une fois que les personnalités des uns et des autres ont été abordées par la cour d'assises, on a estimé qu'il fallait, au mois de décembre, de mémoire, en plein procès, faire cette demande de mise en liberté, eu égard à l'état de santé en fait de l'accusé qui commençait à dépérir petit à petit et qui était vraiment dans un mal-être total à l'isolement, avec du coup ces cafards qui étaient dans sa cellule à Nanterre. C'était le plus lourd dossier que vous ayez à gérer? Médiatiquement, oui, parce que la pression est importante et qu'on est sollicité et que c'est pas le cœur de notre métier, même si on est aujourd'hui dans une société qui aime les médias, les réseaux sociaux, c'est pas le cœur du métier d'un avocat. Un avocat, il est fait pour plaider, pour être en audience, il est pas fait pour être sur Instagram ou dans les journaux. Maintenant, ça fait partie parfois des obligations, parce que ça fait partie aussi des droits de la défense de faire valoir déjà un point de vue dans la presse pour l'opinion publique, et puis d'informer aussi. Je pense que c'est très très important quand les confrères y vont et qu'on décide de communiquer sur un dossier. Maintenant, ça fait partie des dossiers qui ont été très marquants. Il y en a d'autres. Je voulais vous remercier tout particulièrement parce que vous m'aviez dit en off que c'était la première interview que vous faisiez sur ce sujet-là, 10 ans après les faits qui se sont déroulés quasiment. Un sujet qui est très sensible, mais on l'aborde d'un aspect très pédagogique, d'un point de vue juridique. Je suis sûr que les spectateurs et ceux qui visionneront cette vidéo sur le long terme comprendront. Merci pour l'invitation. Moi, vous le savez, j'aime bien votre média, je le trouve moderne, jeune et surtout accessible, et je pense que c'est important aussi de permettre aux gens de comprendre, peut-être aussi de les faire changer d'avis sur comme ça des grands procès où on peut se dire ils sont tous terroristes, ils sont tous à mettre finalement dans le même sac, alors que la réalité, elle est parfois beaucoup plus complexe. Donc moi, je trouve ça important aussi de pouvoir témoigner. Je ne l'ai pas fait à l'époque, je ne voulais pas le faire. Je considérais qu'il y avait aussi, de la part des parties civiles, un respect profond à avoir. Et puis, j'ai été aussi dans des écoles de la discrétion là-dessus, mais votre média me paraissait être le meilleur média pour en parler un peu et essayer d'expliquer en quoi ça consistait ce procès, les enjeux qu'on pouvait avoir lorsqu'on est avocate. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. On espère vous retrouver très vite sur Télédroit. Avec plaisir, surtout quand vous tenez le micro. Ça m'a fait un peu mal au bras, j'avoue, mais c'est mon exercice quotidien, c'est pour les biceps, c'est pour la bonne cause du coup. Longue vie à vous. Merci beaucoup, longue vie à vous également.